Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Sécurité et Société. Dirigée par François Dieu. Cette collection publie les travaux de chercheurs de toutes disciplines intéressés par les problèmes de sécurité. Elle se propose d'aborder ces questions en toute liberté de problématiques et de méthodologie, en étudiant notamment le développement des fonctions et institutions policières, les politiques publiques de sécurité, les manifestations de violence et formes de délinquance qui menacent les sociétés contemporaines, les risques techniques et les systèmes de protection qu'ils suscitent. Dernière parution. Jean-Stéphane Villefont, Terrorisme, Islamisme et Sacrifice. La mort en transfiguration, 2016. Pierre Tisse, Les armes à létalité réduite, 2010. Chikao Uranaka, Police et contrôle social au Japon, 2010. François Dieu et Pascal Suard, Justice et femmes battues. Enquête sur le traitement judiciaire des violences conjugales, 2008. Laurent Moukieli, Souladir, Gendarmes et voleurs, 2007. Jean-Hugues Matelli, Une police judiciaire, militaire ? La gendarmerie en question, 2006. François Dieu, Souladir, Questions de sécurité, 2006. François Dieu, Police de la route et gendarmerie, 2005. Alain Pinel, Une police de Vichy. Les groupes mobiles de réserve, 1941-1944, 2004. François Dieu, Policer la proximité. Les expériences françaises, britanniques et new-yorkaises, 2003. Christian Choquet, Terrorisme et criminalité organisée, 2003. Benoît Dupont, Construction et réforme d'une police, le cas australien, 2003. François Dieu et Paul Mignon, Sécurité et proximité. La mission de surveillance générale de la gendarmerie, 2002. Catherine Denis, Sécurité et police au XVIIIe siècle dans les villes de la frontière franco-belge, 2002. Magali Sabatier, La coopération policière européenne, 2001. Maurice Chalom et Luce Léonard, Insécurité, police de proximité et gouvernance locale, 2001. Damian Moore, Ethnicité et politique de la ville en France et en Grande-Bretagne, 2001. Georges Carreau, La Garde nationale. Une force publique ambiguë, 2000. Jean-Hugues Matelli, Gendarmerie et crimes de sang, 2000. François Dieu, Politique publique de sécurité, 1999. Olivier Philippe, La représentation de la police dans le cinéma français, 1999. François Dieu et Paul Mignon, La force publique au travail. 2 études sur les conditions de travail des policiers et des gendarmes, 1999. Michel Bergès, Le syndicalisme policier en France, 1995. Dédicace. À Aurélie Banque, Fabrice Bouillet et tous les personnels du STRJD qui ont alimenté, par leur richesse et leur travail, la réflexion dont est né ce livre. Note de l'auteur. Bien qu'ayant tenté de penser et rédiger ce livre de la façon la plus rigoureuse, je n'oserais en aucune façon affirmer qu'il s'agit d'un ouvrage scientifique. Simple praticien essentiellement nourri d'expériences concrètes et de connaissances autodidactes, je n'ai en effet ni la formation, ni la maîtrise des méthodologies qui autoriseraient une telle prétention. À ce titre, si les domaines qu'il aborde relèvent clairement des sciences criminelles, je ne revendique aucunement qu'il rende exhaustivement compte de toutes les questions périphériques à son objet relevant de ces sciences. Ces questions sont naturellement traitées de façon autrement avisée par des chercheurs et scientifiques, dont certains cités en bibliographie, pour qui elles sont un pain quotidien. J'invite donc mes lecteurs à se retourner vers ceux-ci s'ils souhaitent épuiser tel ou tel sujet. Par ailleurs, tout au long du cheminement conduisant au concept de délinquance puis d'analyse sérielle, j'ai éprouvé bien des indignations que j'expose franchement, ce qui est l'un des prix de l'idéalisme. Je les exprime en outre sur un mode critique, notamment quand elles concernent des responsables négligents d'y mettre fin, par paresse, par esprit de troupeau, par calcul ou par ambition, alors qu'il leur serait possible de le faire. Ces remarques ne sont pas pour autant celles d'un donneur de leçons, car en ce domaine je suis bien convaincu qu'on a toujours plus à recevoir qu'à distribuer. Simplement la critique, c'est-à-dire la remise en question de l'existant pour en déceler les failles et en corriger les insuffisances, est indispensable au progrès, et c'est là sans doute la seule qualité scientifique de mon travail.
Ne pas tenir pour acquises des évidences au prétexte qu'elles servent l'ordre établi, même s'il s'agit surtout ici d'un ordre intellectuel, professionnel et politique. Persuadé qu'un savoir n'est jamais plus fécond que lorsqu'on entreprend de le dépasser, je n'ai donc eu pour ambition ni de livrer de quelconque recette, ni d'avoir raison sur tous les points soulevés, mais seulement d'animer le plus vivement possible le débat, conceptuel, technique, juridique, dont devrait se nourrir toute politique de sécurité. Il me serait enfin difficile de ne pas évoquer une dernière dimension de mon travail, assurément la plus importante, qui est d'avoir tenté d'y laisser l'homme et sa protection au centre de tout, même dans une approche aussi essentiellement technique que celle qui était la mienne. Policiers, gendarmes, juges, victimes, délinquants et au final citoyens, tous sont en effet des hommes, et il faut se garder de l'oublier en cette époque où l'on tend à confiner l'humanité dans des fonctions de production et de consommation alors que ceux dont je parle agissent justement en dehors de ces fonctions. Gratuitement en quelque sorte. En outre, tous sont des hommes souvent meilleurs que ce que les circonstances leur permettent de montrer, même quand ils auraient pu se dresser contre ces circonstances, car chacun a toujours de réelles et très prégnantes raisons de ne pas se dresser. Juger que ces raisons sont bonnes ou mauvaises est un exercice délicat, toujours guetté par l'excès et qui ne peut être limité à une vision technique. C'est en tout cas ce que m'a appris mon ancien métier. Que police et justice ne peuvent valoir qu'en conservant leur humanité sans laquelle elles sombreraient infailliblement et dangereusement dans un véritable oubli de l'être, selon la formule d'Heidegger. Infailliblement, car le jour où l'enquêteur et le juge ne regarderont plus la chair et l'esprit derrière le voleur et sa victime, alors on pourra les remplacer sans perte par des machines, c'est-à-dire par des ordinateurs. Dangereusement car un monde où les investigations et les jugements seraient ainsi réglés de façon mécanique et automatisée ne serait évidemment qu'une nouvelle autre forme de barbarie. Introduction, ce sont toujours les mêmes. Ce livre n'a pas eu de fées autour de son berceau. Plutôt la bande dérape tout. Il est né du mariage ancien d'une intuition et d'une frustration. Intuition que policiers et gendarmes ne mettent généralement en cause les délinquants que pour une petite partie de leur délinquance. Frustration de savoir que la part cachée de ces agissements criminels n'est pour ainsi dire jamais atteinte par les investigations de la police judiciaire, puis par les cours et tribunaux, et qu'elle enrichit ainsi la masse vertigineuse des crimes et délits jamais élucidés, jamais sanctionnés. Pourtant, la conviction est générale dans la police comme dans la population que le multirécidivisme est la règle plutôt que l'exception. Que finalement, ce sont toujours les mêmes. En témoignent en vrac les confidences des voyous et indiquent le pédigré des clients de la garde à vue, le nombre de récidivistes est réitérant dans les audiences. Et puis aussi les discussions de comptoir, les dîners en ville, le témoignage des enquêteurs désabusés, ou même certaines études scientifiques ainsi que les arguments du discours politique et jusqu'à quelques idéologies qui font de cette affirmation le socle unique et improbable à quoi pourrait se réduire la totalité d'une pensée sécuritaire. Toujours les mêmes. La partialité de l'expression peut choquer par son caractère lapidaire. Elle ne doit cependant pas être prise au pied de la lettre, mais pas non plus faire forcément prendre ceux qui l'emploient pour des dogmatiques à la vue trop courte. Comme tout le monde, ils savent bien que ce ne sont pas toujours les mêmes mais plutôt souvent les mêmes, et c'est d'abord cela qu'ils veulent dire. Mais il est vrai que l'estimation de ce « souvent » n'est pas une sinécure. En effet, bien qu'ayant affaire à une population criminelle restreinte et souvent spécialisée, la police judiciaire peine à prendre en compte les malfaiteurs pour la totalité de leurs actes, ou au moins pour une partie significative de ceux-ci. Dans certains cas, elle trouve en face d'elle des individus ayant choisi la transgression pénale comme mode habituel de vie, ou au moins comme mode habituel de satisfaction de certains de leurs besoins et désirs. Des professionnels du crime, rompus à la dénégation et que l'idée de l'aveu n'effleure même pas. Dans d'autres cas, les délinquants seront seulement des amateurs, mal éclairés, trop faibles ou souvent trop démunis pour résister à la séduction des chemins de traverse de l'illégalité, mais tout de même pas assez stupides pour avouer ce que le policier en face d'eux ne sait pas prouver matériellement. Il n'est en effet pas nécessaire d'être un malfaiteur endurci pour résister à un interrogatoire en garde à vue, quand les enquêteurs n'ont pas de preuves tangibles à présenter à leurs suspects. Ainsi tous, ou en tout cas une majorité écrasante des délinquants, ne sont jamais sanctionnés que pour leurs faits les plus rapidement et facilement établis, et tant pis pour le reste.
La machine judiciaire, qui peine déjà à traiter le contentieux qui s'impose à elle, trouve d'ailleurs peut-être son compte à ne pas atteindre d'objectifs plus ambitieux. Il y a pourtant là un paradoxe qui a toutes les chances d'être un déni d'efficience, car renvoyer les auteurs d'infractions devant un tribunal pour la totalité de leur délinquance serait non seulement satisfaire une question de principe, mais aussi permettre de traiter ces auteurs d'une façon plus conforme à leur réalité déviante, aussi bien en termes de sanctions que surtout et pour autant qu'on s'en donne les moyens de réinsertion. Et puis, pour en revenir à la question de l'investigation, cette impunité massive est tout de même une déplaisante faille intellectuelle dans le raisonnement policier traditionnel. La prolixité des délinquants et la sérialité de leurs agissements seraient deux caractéristiques essentielles de l'activité criminelle, et elles ne seraient pourtant presque jamais prises en compte en tant que telles par l'investigation. Situation intenable et qui pourtant tient, essentiellement parce que la population n'a pas conscience de la médiocrité effective du système policier auquel elle confie à la fois sa protection et l'équilibre de son modèle social. En la matière, les rodomontades du ministère de l'Intérieur sont donc un cache-misère finalement plutôt efficace, et quand la guenille communicante n'y suffit plus, le ministère de la Justice est toujours là, bouc émissaire tout désigné pour être livré à la vindicte de l'opinion. Pourtant, la réalité est bien différente, bibliquement simple. Même en occultant ou falsifiant les statistiques avec impudence, et elle ne s'en prive pas, la police judiciaire n'élucide au mieux qu'un très petit tiers de la délinquance qu'elle enregistre, et cette part de délinquance enregistrée ne représente elle-même qu'une très faible partie de la délinquance réelle, ainsi qu'en attestent les enquêtes de délinquance ou de victimation autoreportées. Pour y remédier, les promesses péremptoires et les coups de menton bravache, même s'ils constituent trop souvent l'essentiel des adaptations de la politique de sécurité, ne sont d'aucun effet, non plus d'ailleurs que la contraction sans cesse plus étroite de l'espace de vie privée des citoyens ou que le recours accru à l'idéologie du tout répressif, ces emplâtres sur une jambe de bois. Inutile de se prendre à rêver en écoutant le simplisme des décideurs, il n'y a ni recette secrète ni martingale. Seulement de possibles aménagements de la doctrine d'emploi de la police judiciaire, des pistes vierges sur lesquelles s'engager. Et parmi celles-ci, donc, la prise en compte de la délinquance dans sa dimension sérielle. L'idée n'en est d'ailleurs pas tout à fait nouvelle et le terrain en a même été brièvement défriché par la gendarmerie dans les années 2000, au prix d'une réflexion-exploration-expérimentation aux conclusions favorables qui accoucha d'un projet technique abouti, un inventif traitement automatisé de police judiciaire, et d'un projet juridique, celui-ci hélas comme tout exprès réécrit pour empêcher la mise en œuvre du précédent. Stupéfiante maladresse du ministère de l'Intérieur se tirant une balle dans le pied? Ou épisode édifiant, qui serait l'occasion de comprendre que les pauvres résultats obtenus contre la délinquance ne doivent pas toujours au hasard, loin de là, et qu'ils ne dérangent peut-être en réalité que les victimes des infractions? C'est que l'approche sérielle de la délinquance, et derrière elle toute démarche tendant à améliorer l'efficacité policière autrement que par des mots et de vaines déclarations d'intention, pourrait heurter des habitudes, des reintes et des intérêts particulièrement puissants. Ceux de la Direction générale de la police nationale, par exemple, et en son sein ceux surtout de la Direction centrale de la police judiciaire, DCPJ, cette faiseuse de roi du ministère de l'Intérieur dont le standing serait affecté si d'autres services, pire encore, des gendarmes, se mettait à obtenir des résultats significatifs tandis qu'elle continuerait de s'accrocher comme elle le fait à son modèle des investigations passéistes, et à des résultats éthiques livrés à la presse seulement après avoir été maquillés mieux que des voitures volées. Ceux de la justice également, pourquoi pas, corsetée qu'elle est par son budget de misère, frileuse et atteinte de paralysie face aux bouleversements du monde, et qui mesure avec effroi la révolution à conduire s'il lui fallait tout à coup décliner dans les cours et tribunaux les conséquences d'une nouvelle technique d'investigation qui pourrait bien provoquer un engorgement irrémédiable, à moyens humains, matériels et procéduraux constants des juridictions. Et puis, la question sécuritaire est malheureusement devenue en France l'un des piliers de toute politique de conquête et de conservation du pouvoir. Depuis longtemps maintenant, les discours en haut lieu ne sont plus sous-tendus, s'ils l'ont jamais été par des arguments scientifiques ou raisonnés, ni non plus par l'étude pragmatique des modes d'action policiers et des moyens de les améliorer, mais par des idées préconçues, des visées de basse police et des calculs électoraux.
La controverse autour du projet de réforme pénale de Christiane Taubira a montré en 2014 toute la crispation sur le sujet, comme en avait déjà témoigné un an plus tôt la conférence de consensus, prévention de la récidive, organisée à son initiative pour servir de base de réflexion à son projet. Pire encore, la problématique terroriste devenue cruellement actuelle depuis 2015 a servi de voile bien opportun pour occulter la nécessité d'un débat pragmatique en matière de délinquance générale, mais les gouvernements de gauche ne paraissaient de toute façon pas plus enclins que leurs prédécesseurs de droite à tenir un langage de transparence et de vérité sur le sujet. Aussi caricatural que cela puisse paraître, le dialogue de sourds est ainsi bien devenu le schéma le plus représentatif de la tournure invariablement stérile et polémique que prend dans notre pays toute discussion sur la réitération criminelle. D'un bord à l'autre de l'échiquier idéologique, on s'invective copieusement en restant soigneusement étanche aux arguments adverses et en s'accusant mutuellement d'instrumentaliser le sujet. Les échanges n'ont alors plus rien de rationnel et les rares voix à essayer d'y apporter un peu de rigueur sont au mieux suspectées d'esprit partisan, au pire récupérées à leur corps défendant. Sans compter que, forcément, nage dans les deux camps toute une coterie d'opportunistes, experts autoproclamés qui ont fait de la question un très juteux fonds de commerce. Le tableau semble noir ? Il est pourtant encore incomplet, car tous ces obstacles en dissimulent vraisemblablement d'autres. En effet, querelles de boutique et divergences politiques servent surtout aujourd'hui de paravent à une réalité autrement inquiétante, et tellement actuelle, sous le couvert des discours va-t-en-guerre et des affirmations à l'emporte-pièce d'une frange de criminologues, de pacotille, au sein de laquelle les amitiés politiques tiennent lieu de diplôme, les fonctions de police et de justice cèdent une part toujours plus large de leur terrain régalien à un processus de marchandisation qui les réduit au rang de simples sources de profit pour des intérêts privés. Il est en effet impossible de ne pas prendre en compte la façon dont la politique pénale de notre pays est infusée, depuis maintenant des années, par le discours intéressé de lobbyistes au service d'une véritable industrie de la sécurité. Pour cette industrie, n'en doutons pas, la puissance publique est une cliente comme une autre, plus riche et moins regardante qu'une autre même, la consommatrice toute désignée de techniques et de matériel pas forcément efficaces et cependant vendus très au-dessus du prix que justifierait leur performance médiocre. Pire encore, du point de vue de ces épiciers de la sécurité, que peuvent être les défaillances de l'État dans la lutte contre la délinquance, sinon la promesse d'autant de juteux marchés auprès des victimes de cette délinquance ? Collectivités territoriales, entreprises, commerces, personnes privées, citoyens au sens critique anesthésiés par l'inquiétude se retrouveraient alors otages d'une démarche où les arguments de marketing se nourrissent des carences de la police judiciaire puis de la justice. Ouvrant ainsi des marchés dont l'addition se chiffre en milliards d'euros, et pour l'accroissement desquels l'insuffisance étatique doit être encouragée, perpétuée voire aggravée par tous les moyens et pour le plus grand bonheur des actionnaires. Naturellement, le crime et la réitération criminelle mériteraient mieux que d'être ainsi réduits aux bénéfices sonnants et trébuchants qu'ils peuvent générer. Mieux aussi, que les raccourcis argumentaires qu'on leur fait emprunter au nom de l'expansion continue d'un marché d'autant plus florissant qu'il surfe sur l'angoisse, le repli et la stigmatisation. Malheureusement, la faillite policière sur le terrain de la prolixité délinquante trouve sans doute là l'une de ses causes premières, mais pour le prouver, encore faut-il en passer par les étapes obligées d'une démonstration aussi rigoureuse que possible. Dévoiler la réalité de la délinquance sérielle, démontrer la capacité du raisonnement policier et des informations dont il dispose pour investiguer avec succès ce caractère sériel,
Dégager une technique opérante d'analyse sérielle. Faire le point sur le droit applicable ainsi que sur les évolutions juridiques souhaitables pour contenir les dangers de cette analyse sérielle en termes de liberté publique. Découvrir enfin comment elle a pu être délibérément écartée non pas pour cause d'inefficacité mais au contraire en raison de ses promesses à mieux combattre la délinquance, donc à réduire les bénéfices de ceux que l'on a pu appeler à juste raison, les marchands de peur. Face à ces marchands, les techniques d'analyse sérielle et plus largement, toutes les innovations porteuses d'efficacité, ont en réalité bien peu de chances de voir le jour. Aussi prometteuses qu'elles soient, une amélioration simple et point trop coûteuse sera souvent écartée au bénéfice de technologies ronflantes dont l'esthétisme télévisuel et le rendement médiatique feraient oublier qu'elles sont coûteuses et ne produisent que très peu d'élucidation. Et ainsi s'ouvrent bel et bien des perspectives rien moins curieuses, à l'aune desquelles la torpeur volontaire des dirigeants devrait en effet être regardée pour ce qu'elle est. Non pas un manque d'imagination ou un autisme qui paralyserait l'action publique, mais au contraire le moyen délibéré de maintenir l'insécurité à un niveau perpétuant la place centrale qu'on lui a donnée dans le discours politique et qu'elle a prise dans le quotidien des Français. Le levier garantissant une rente et des jours florissants au vecteur électoral et commercial qu'est devenue la délinquance. Et tant pis si cette stratégie se paye sur le terrain et au quotidien par une incurie où la tricherie statistique est en charge de travestir en réussite les échecs les plus cinglants. Tant pis également, si ces échecs cependant bien perceptibles par la population grossissent continuellement une lame de fond qui pourrait bien un jour engloutir nos valeurs les plus précieuses, et avec elle l'idée d'une justice à hauteur des exigences d'un état de droit. La déroute de la police judiciaire serait alors totale, et se paierait d'une fragilisation bien réelle de la démocratie dont on ne pourrait même pas être certain, tant on connaît la puissance et les accointances du marché, qu'elle serait combattue avec volontarisme par nos dirigeants. À leur modeste mesure, les lignes qui suivent n'ont ainsi pas d'autre vocation que d'examiner ce qu'il en est non seulement de la sérialité de la délinquance et de la possibilité de l'enquêter policièrement en tant que telle, mais également d'identifier les causes qui maintiennent obstinément fermée cette voie offerte aux institutions de police, et enfin de participer très modestement au nécessaire réveil policier et judiciaire qu'attend notre modèle politique et social. Car n'en doutons pas, à faire primer des intérêts privés sur l'intérêt public, à instrumentaliser la fonction régalienne de sécurité pour s'en approprier les fruits les plus juteux, à jouer enfin sur les fantasmes plutôt que sur la réalité pour mieux faire mûrir et grossir ses fruits, c'est finalement notre liberté et notre avenir qu'aliènent chaque jour un peu plus ces marchands de peur et leurs complices haut placés, leurs discours anxiogènes, leurs promesses illusoires et leurs remèdes de charlatans. Première partie, sérialité et information judiciaire. Postuler que la criminalité et la délinquance seraient en partie sérielles n'est évidemment qu'un point de départ qui, par lui-même, ne livre rien sur l'objet postulé. Pour espérer élaborer un processus policièrement exploitable à partir de ce postulat, il est donc indispensable de s'interroger d'abord sur l'idée même de sérialité dans le domaine des transgressions pénales. De prime abord, cette interrogation résonnera toutefois plutôt dans le vide. Comme on va le découvrir, il n'existe pas de théorie générale de la sérialité criminelle. Une réflexion sur cette notion oblige ainsi celui qui souhaite s'y engager à une démarche préalable plutôt inhabituelle. Non pas préciser le champ de son étude mais l'objet même étudié, voire l'inventer. Une telle situation est pour le moins étonnante face à une question touchant au cœur de la vie dans la cité et sur un sujet, l'insécurité, si souvent portée à la une de l'actualité. Mais cette situation est pourtant bien réelle. Une technique appropriée pour détecter les différentes formes de sérialité criminelle? Une procédé d'investigation les mieux adaptés pour confirmer ou infirmer cette détection? Une action policière envisageable pour contrer chacune de ces formes de sérialité? Autant de pistes abandonnées à une déshérence qui laisse bien démunis face à une question pourtant élémentaire. Qu'est-ce que la délinquance sérielle, et qu'est-ce que la sérialité de la délinquance? Non que manquent les éléments pour explorer cette question. Données statistiques judiciaires et pénales, contenu des enquêtes de police, compte-rendu des audiences de jugement, témoignages et enquêtes victimologiques, etc., sont autant de sources concrètes à partir desquelles cartographier les différentes formes de délinquance, puis leurs principales caractéristiques. Et parmi celles-ci, à coup sûr, la variété des modes opératoires,
la typologie des auteurs et de l'objet des infractions, la diversité des éléments se prêtant à l'investigation policière, les axes ou points communs qui en organisent la cohérence, tous éléments qui seraient autant de particules élémentaires à partir desquelles opérer les recoupements nécessaires pour identifier les faits relevant d'une sérialité. Hélas, une telle démarche de synthèse sur la base d'une approche à la fois précise et exhaustive attend toujours une volonté et des moyens pour la conduire, les efforts tout à fait méritoires de quelques chercheurs isolés ne pouvant s'y substituer. Pour pallier cette carence, et sans la moindre prétention de la combler mais au contraire avec la conviction de ne pouvoir faire mieux que l'effleurer afin qu'elle satisfasse aux nécessités étroites de la réflexion que nous souhaitons conduire, nous nous trouvons ainsi en demeure de délimiter tout d'abord par nous-mêmes du mieux possible la notion de sérialité. C'est en effet seulement à partir de ce travail définitionnel qu'il nous sera possible d'identifier ensuite d'éventuels marqueurs de sérialité, c'est-à-dire les différents éléments par lesquels elle peut se matérialiser, éléments en l'absence desquels il serait illusoire d'espérer élaborer une démarche d'investigation exploitant le caractère sériel de la délinquance. Chapitre 1 – Le concept de sérialité de la délinquance. À peine s'attache-t-on à étudier la notion de sérialité, que l'on se retrouve aussitôt à affronter ce paradoxe qu'elle relève à la fois de l'évidence et de l'impénétrabilité. De l'évidence pour ce qui concerne sa définition, parce qu'il suffit finalement de dire que la sérialité est la réitération d'un comportement criminel par un même auteur, pour avoir alors effectivement tout dit ou presque. De l'impénétrabilité pour ce qui concerne son périmètre, car au-delà de ce tout dit, aucun critère ne s'impose avec évidence face à une infraction, pour déterminer d'entrée si elle relève ou ne relève pas d'une série criminelle. Pire encore, l'idée même de réitération est tout à fait floue lorsqu'il s'agit de l'appliquer à des infractions qui ne sont pas radicalement différentes, mais pas non plus exactement identiques. Ainsi la sérialité apparaît-elle de prime abord comme un concept aussi facile à définir que difficile à délimiter. Nous retrouverons d'ailleurs cette ambiguïté en travers de notre route, pour chacun des angles de vue choisis ici pour aborder la sérialité. Approche empirique tout d'abord, regard non scientifique mais restituant une vision bien réelle au carrefour du monde judiciaire et de la perception de l'opinion publique. Approche plus théorique ensuite, explorant les acquis du droit et des sciences criminelles. Approche pragmatique, enfin, pour constater d'une part une certaine prise en compte de la sérialité par la démarche policière concrète quoique lacunaire, et d'autre part l'instrumentalisation de l'idée de délinquance sérielle par le discours politique. Au terme de ce parcours hétérogène, nous serons naturellement encore très loin d'une théorisation scientifique du concept de sérialité. Mais sans autre ambition que de défricher le terrain sur lequel se situe notre propos, nous en aurons alors une vision suffisamment claire pour au moins en proposer une définition et une délimitation adaptées pour la suite de notre étude. 1. Approche empirique, les figures emblématiques de la sérialité. L'approche empirique tout d'abord. Face à une notion dont nous ne trouvons aucune trace sur étagère, autant s'en remettre pour commencer à ce que semble nous en dire le quotidien judiciaire que nous connaissons. Essentiellement fondée sur des expériences personnelles, cette approche empirique revient donc somme toute à une spéculation née de la confrontation à des cas particuliers, auxquels on pourrait cependant tout aussi bien opposer d'autres cas particuliers pour nourrir une spéculation contraire. Accordons toutefois à l'empirisme la capacité d'illustrer, même de façon imparfaite, la notion que nous tentons de débusquer, voire d'en présumer l'étendue. Nous concéderons d'autant mieux ensuite que cette vision illustrative restera inopérante pour une délimitation robuste, c'est-à-dire à la fois rationnelle, méthodique et répétable, du concept mais au moins nous serons-nous fait une première idée des modèles sériels à l'œuvre dans notre paysage criminel. Empirisme donc, et de ce point de vue la sérialité a sa figure emblématique, au moins dans l'idée collective que s'en fait le public. Le tueur en série. Toutefois, les infractions sexuelles sont souvent citées immédiatement après cette figure emblématique, car également et spontanément considérées, pas forcément à juste titre, comme plus sérielles que d'autres en raison de leur nature qui commanderait leur répétition. Enfin, c'est pratiquement par définition que certaines formes de délinquance, regroupées sous l'appellation de criminalité ou délinquance organisée, relèvent de comportements criminels répétitifs.
A. La figure du tueur en série. À tout seigneur tout honneur, le tueur en série ne peut se voir contester le titre de figure emblématique que nous venons de lui décerner. Parler aujourd'hui de série criminelle, c'est d'abord parler de meurtre en série. Bien que la notoriété du tueur sériel soit finalement assez récente, ainsi que nous allons le voir, il occupe en effet dans l'esprit du public une place exactement inversement proportionnelle à celle, insignifiante, que lui accordent les statistiques officielles. Statistiques sur lesquelles se fonde bien entendu le discours officiel pour minorer l'importance du phénomène, voire pour contester son existence réelle. A. Historique. L'idée de sérialité meurtrière n'est en réalité pas neuve. À vrai dire, on peut même facilement imaginer qu'elle ait émergé, au moins en tant qu'évidence empirique, dès le début de l'histoire des investigations policières. Au fil des âges, les affaires n'ont d'ailleurs pas manqué qui attestent de l'ancienneté du phénomène et de sa visibilité suffisante pour qu'il soit perçu par les hommes en charge de rendre la justice. Dans certains cas, le caractère sériel des crimes commis pouvait même être parfaitement connu, ainsi que l'identité de leur auteur, bien avant que ce dernier soit traduit en justice et sanctionné. Par exemple, quand Gilles de Rais, maréchal de France et compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, est condamné et exécuté en 1440 pour 140 meurtres ou plus sic, ce n'est pas à la suite d'une quelconque enquête sérielle, mais pour des agissements qui étaient de notoriété publique dans tout son fief. Dans d'autres cas, c'est l'élucidation d'une affaire qui amène fortuitement les enquêteurs sur d'autres forfaits. Ainsi par exemple des homicides multiples, qui valurent en 1862 la peine capitale à Martin du Mollard pour le meurtre d'au moins 3 victimes, un bien plus grand nombre étant suspectés. De telles illustrations pourraient naturellement être multipliées, mais ces cas de figure qui illustrent l'ancienneté du concept de tueur en série ne correspondent toutefois pas tout à fait à l'idée moderne que l'on peut se faire de l'investigation sérielle. Les actes criminels répétés de Gilles de Rais n'ont par exemple pas été sanctionnés à la suite d'une investigation criminelle, ils étaient notoirement connus comme on vient de le dire. C'est simplement quand son rang élevé n'a plus suffi à lui assurer l'impunité, et que d'autres intérêts dans le royaume ont commandé son élimination, que l'intéressé a été appelé à rendre des comptes. De la même manière, les crimes de Dumollard sont découverts d'un coup, quand une perquisition à son domicile, à la suite d'une agression échouée, permet la découverte des effets personnels ou vestimentaires d'un grand nombre de femmes antérieurement disparues. En réalité, au fil de notre histoire, la plupart des bandits de grand chemin, tueurs de masse ou criminels en série avérés semblent plutôt s'inscrire dans le schéma d'une notoriété assumée de leurs actes, voire d'une notoriété recherchée, que ce soit par provocation, par désinvolture ou pour la franche terreur qu'elle pouvait inspirer. Dans les autres cas de figure, plus classiques, l'élucidation d'une affaire permet brutalement celle d'autres crimes antérieurs qui n'avaient pas été reliés entre eux. En revanche, la notion d'une sérialité discrète, c'est-à-dire d'une activité criminelle dont la mise en évidence du caractère répétitif nécessiterait des techniques d'investigation spécifiques, n'a émergé en France qu'assez récemment. Ce n'est ainsi qu'en 1897, donc à l'aube du XXe siècle, une affaire instruite dans l'Ain par le juge d'instruction Émile Fourquet l'amènera à mettre en œuvre une démarche de rapprochement méthodique qui permet sans doute de la désigner dans notre pays comme première enquête sérielle moderne. Au terme de cette entreprise innovante consistant à recouper entre elles des affaires judiciairement bien distinctes, mais présentant des traits de similitude, Joseph Vacher, le tueur de Bergers, pourra être valablement suspecté, peut-être pas de la 50aine de cadavres qu'on lui impute parfois, mais au moins, plus vraisemblablement, des 11 homicides et de la tentative de viol qu'il a avoué, même s'il n'a été finalement condamné et exécuté que pour un unique fait. De toute façon, l'affaire défraie alors la chronique et l'émotion est considérable, d'autant qu'elle s'ajoute à celle encore très vivace suscitée par la série des meurtres commis quelques années plus tôt outre-Manche par Jack l'Éventreur. En toute logique, nous avons donc là des ingrédients très suffisants pour justifier l'émergence de procédés d'investigation sérielle. Leur nécessité en termes de maintien de l'ordre public est avérée et leur pertinence technique est démontrée. Sans aller jusqu'à espérer une révolution complète de la façon dont l'enquête judiciaire envisage la délinquance,
On pouvait au moins penser que les institutions judiciaires et policières allaient amorcer la réflexion permettant une prise en compte plus systématique et plus adaptée d'une catégorie spécifique d'activités criminelles. Celles commises par un même auteur agissant de façon répétée mais sans que la répétitivité de ses actes soit évidente ou même visible de prime abord. Hélas, il n'en sera rien et les techniques habituelles d'enquête, toutes inadaptées qu'elles soient dans ce cas de figure, continueront d'occuper seules le terrain de l'investigation policière pratiquement jusqu'à nos jours. Ainsi, tout au long du siècle après l'affaire Vacher, ce ne sera souvent que par le fait du hasard ou de leur excès d'assurance que seront laborieusement démasqués les grands criminels formant la morbide kyrielle dont les noms sont aujourd'hui familiers: Martin Dumollard, dit l'assassin des bonnes, 6 à 12 victimes, Hélène Gégado, au moins 36 victimes, Henri Landru, au moins 11 victimes, Marcel Petiot, 26 à 63 victimes, Eugène Weidmann, dernier condamné à mort à avoir été guillotiné en place publique à Versailles en 1939, au moins 6 victimes, etc. Pourtant, d'autres affaires ne manquent pas qui montrent que hasard et excès d'assurance des auteurs ne sont pas les seuls facteurs permettant de mettre à jour la criminalité sérielle. Dans quelques cas, des enquêteurs font ainsi preuve d'une belle lucidité, mais c'est alors l'isolement et les difficultés auxquelles ils sont confrontés qui en disent long sur l'autisme institutionnel face à la criminalité sérielle. Dans les années 1980, Christian Jambert, maréchal des logis chef de gendarmerie surnommé le Matou par ses pairs, détecte sans l'aide de personne la relation entre une série de disparitions de jeunes filles handicapées dans l'Yonne et l'implication probable d'Émile Louis comme auteur vraisemblablement unique de ces disparitions. Sans soutien de sa hiérarchie, et même contre celle-ci autant que contre la justice, non seulement ces investigations n'auront aucune suite. Le procès-verbal établi par l'OPJ sera égaré avant d'être retrouvé, portant en marge la mention manuscrite « non », mais l'insistance du Matou pour faire sortir son dossier lui vaudra l'animosité de ses chefs et une promotion-mutation ressemblant fort à une sanction. L'affaire Émile Louis ne sera ainsi mise à jour bien des années plus tard, que par les efforts conjugués d'une association de victimes, d'un cabinet d'avocats et d'un journaliste, tous aussi tenaces que police et justice auront été inefficaces avant eux. Quelques années plus tard, Jean-François Abgral, également enquêteur de gendarmerie, opère de façon tout aussi solitaire pour mettre en évidence les agissements de Francis Holm, pour se convaincre de leur caractère sériel et pour effectuer ses actes d'enquête. Lui aussi sera parfois amené à se dresser contre sa hiérarchie, ou alors ne recevra aucun soutien d'elle. Techniquement, Jean-François Abgral sera même contraint d'avoir recours, pour reconstituer l'itinéraire criminel de son suspect, à l'interrogation de certains fichiers selon des modalités non autorisées, ce qui est très significatif de l'inadéquation des moyens alors à la disposition des enquêteurs et de l'absence d'un dispositif spécifique permettant de détecter la sérialité. La situation ne s'est en réalité guère améliorée aujourd'hui. Jambert, Abgral, 2 officiers de police judiciaire marginalisés d'avoir eu raison contre tous et emblématiques d'un modèle de police judiciaire sclérosé. Après Vacher en 1897, la première étape de modernisation technique à être réellement significative attendra en fait près d'un siècle. Ce n'est en effet qu'au milieu des années 1990 que l'affaire Guy Georges viendra ébranler les habitudes et la routine policière, en révélant à la fois l'existence d'un violeur et tueur sériel, mais il n'est donc qu'un de plus sur une longue liste, et surtout toute l'inefficacité du modèle d'investigation qui est alors à l'œuvre dans tout le pays. À elle seule, l'affaire Guy Georges est un concentré de toutes les lacunes et de tous les retards que cumule l'appareil policier français. La France est d'ailleurs à cette époque l'un des rares pays qui continue de repousser la création d'un fichier d'empreintes génétiques, et le juge Gilbert Thiel devra user d'un subterfuge, à son initiative personnelle, pour faire pratiquer les comparaisons d'ADN qui permettront l'identification du meurtrier. Toutefois, quand Guy Georges est interpellé en 1998, la presse l'a alors baptisé « tueur de l'Est parisien depuis déjà 3 ans », l'affaire a un tel retentissement, elle souligne d'une façon si éclatante le fiasco de l'enquête qu'elle met directement au pied du mur le gouvernement et la hiérarchie policière. La décision est enfin prise par la France de créer un fichier national automatisé des empreintes génétiques, le FNAEG, tel qu'il existe déjà dans presque tous les pays européens. L'affaire Guy Georges et la leçon qui en a été tirée ne doivent toutefois pas faire oublier la cruelle réalité. Dans notre pays,
L'histoire judiciaire est jalonnée d'un nombre impressionnant d'affaires criminelles, qui presque toutes, objectivement, sont d'abord des échecs judiciaires de la part des institutions, ces dernières n'ayant pourtant presque jamais tiré aucun enseignement des faillites qu'elles avaient sous les yeux. Et l'on peut bien parler de faillite, car même si les auteurs sont finalement identifiés, cela ne doit grand-chose au bon fonctionnement de la machine judiciaire, et notamment pas au bon fonctionnement de la machine policière, et cela ne doit rien non plus à une détection précoce d'une série meurtrière. Dans presque tous les cas, les affaires sortent, soit à la suite d'un concours de circonstances, soit grâce à la volonté d'isoler luttant contre l'inertie institutionnelle pour faire valoir leur point de vue et n'y parvenant alors qu'au prix des pires difficultés, comme on l'a vu avec Jambert ou Abgral, là où au contraire ils auraient dû recevoir un soutien total. Louis, Aulne, Foumiret, Chanal, Paulin et Mathurin, Récaud, Poirson, Rézala, Keller, Ben Salah, Allègre, etc. Aucune de ces affaires n'a provoqué la mise en place de protocoles, de modes d'action, d'outils adaptés pour la détection précoce des criminels sériels. Or donc, l'incroyable fiasco des recoupements, ou plutôt de leur absence dans l'affaire Guy Georges ayant provoqué la création du FNAEG. Et encore sommes-nous là dans le domaine d'affaires à la fois particulièrement graves et connues, en ce sens qu'elles ont fait la une des journaux. Mais la situation est évidemment encore pire pour les délits sériels, qui font rarement cette une et pour lesquels la réaction des institutions est encore plus inexistante. Présent dans la cité et dans les campagnes aussi loin que remonte notre mémoire, de premières figures sont décelables dès l'Antiquité. Le tueur en série n'a donc été qu'assez récemment identifié comme phénomène particulier et comme sujet d'. L'étude, sans doute parce que ces actes ont été plus visibles au fur et à mesure que décroissait le niveau de violence affectant nos sociétés, mais certainement aussi en raison de la diffusion toujours plus large et plus rapide des faits divers, a alimenté presque quotidiennement et presque en temps réel notre vision du monde d'actes criminels commis à des centaines ou des milliers de kilomètres, et parfois à des années ou décennies de distance. Les médias modernes donnent mécaniquement l'impression de leur multiplication. L'apparition chronique dans l'actualité d'individus ayant fait du meurtre une habitude est donc aujourd'hui une sorte de fatalité, dont personne ne croit sérieusement qu'elle puisse être vaincue. Si la découverte d'un nouveau tueur en série secoue à chaque fois l'opinion publique d'un même sentiment d'horreur, elle n'est pourtant jamais une véritable surprise. En réalité, l'apparition en une des journaux d'une nouvelle affaire enclenche d'ailleurs mécaniquement le compte à rebours jusqu'à l'affaire suivante et chacun le sait bien au fond de soi, sauf semble-t-il à la police judiciaire. Cette prévisibilité n'enlève cependant rien à l'authenticité et à la spontanéité des réactions individuelles que suscitent les agissements monstrueux dont il est question. Et nous allons d'ailleurs voir que ces réactions du public sont finalement assez univoques, que ce soit du point de vue de leur variété ou de leur intensité. Assez univoques également mais beaucoup moins spontanées. Les positionnements collectifs adoptés avec des arrière-pensées commerciales ou idéologiques par des acteurs institutionnels ou non, aussi peu ragoûtant que cela puisse paraître, le tueur en série est également un juteux fonds de commerce pour quelques intérêts privés et surtout pour certains calculs politiques. Ce n'est donc finalement qu'en acquérant vis-à-vis d'elle une certaine distance, celle que donne la réflexion scientifique et ses tentatives de rationalisation, que la figure du tueur en série nous apparaîtra aussi énigmatique que le laisse soupçonner sa façon de transgresser toutes les normes. B. Auprès du grand public, une figure quasi mythique. Auprès du public, donc, quel succès depuis un siècle. Un succès d'ailleurs sans commune mesure avec les agissements imputables avec certitude à des tueurs en série. En effet, si l'on regarde les chiffres, le nombre d'homicides relevant dans la réalité de ces meurtriers est extrêmement marginal au regard du total des homicides commis, et plus encore si on le rapporte à celui de l'ensemble des crimes et délits enregistrés annuellement par la police judiciaire. Prenons par exemple l'année 2008, qui n'a pourtant pas été chiche en horreur avec la découverte des agissements de Foumiret et de Patrick Salamet. En additionnant les 8 affaires imputées au premier, auxquelles pourraient s'en ajouter 3 autres présumées, et les 4 imputées au second, on arrive à 12 homicides relevant cette année-là de tueurs en série, ce qui est évidemment un chiffre monstrueux en horreur mais qui ne représente qu'une fraction des 1899 homicides enregistrés par la police et la gendarmerie, eux-mêmes noyés parmi 3 558 329 crimes et délits,
ne représentant eux-mêmes que la part d'affaires correspondant aux plaintes déposées. Si on l'isole des réactions émotionnelles légitimes qu'elle suscite, l'activité criminelle de Fumire et Salamé en 2008 occupe donc une place objectivement marginale dans les chiffres officiels. La situation est en revanche exactement inverse dans la production littéraire ou cinématographique, depuis qu'elles ont découvert, il y a à peine quelques décennies, l'incroyable potentiel du tueur en série en termes d'audience. Auparavant absent des œuvres de fiction policière, il y est alors très vite devenu omniprésent, jusqu'à y occuper en fait presque toute la place. De rien, il est devenu tout, conquérant immanquablement les rôles de tête d'affiche. Ses concurrents ? Bousculés. Ses détracteurs ? Enterrés. La vogue à son égard est telle qu'il a déclassé comme antiquité les criminels surannés de Simenon ou d'Agatha Christie qui incarnaient pourtant, il n'y a pas si longtemps, l'archétype incontournable du meurtrier de papier. Dans la plupart des cas, il a même éclipsé la figure de son ennemi naturel, le flic, ravalé au rang de faire-valoir souvent d'alcoolique et pitoyable. L'intelligence, machiavélique, est de son côté et également la capacité démoniaque, à deviner les mouvements de son adversaire. Il a toujours un temps d'avance et ses poursuivants ne finissent d'ailleurs par le mettre hors d'état de nuire, qu'après de nombreux échecs incarnés en cadavres successifs qui sont aussi autant de moyens de soutenir un suspense quelque peu artificiel, mais la fiction ne prétend pas non plus prendre les mouches avec du vinaigre. Seul sous le feu des projecteurs et seul sur la scène criminelle où l'isole son pouvoir vénéneux, le tueur en série est l'acteur désormais incontournable du genre policier, ressort obligé de toute intrigue et personnage souverain sans lequel aucun film, livre ou série, justement, ne semble aujourd'hui capable de capter son public. Rien que de logique à cette situation, le genre romanesque a besoin de figures fortes pour s'imposer. Mais le sujet n'est pas épuisé une fois cette évidence proférée. Ce n'est en effet certainement pas un effet du hasard, si l'hégémonie fictionnelle du tueur en série a été concomitante avec la révélation de ses actes bien concrets dans les journaux et dans notre quotidien. On peut même se demander si ce modèle du tueur en série aurait conquis pareille prééminence, sans les résonances qu'il entretient avec la vie réelle. Il suffit à cet égard de penser à toutes les affaires sordides qui monopolisent régulièrement la une d'une actualité portée au sensationnalisme. Parce qu'elles dépassent totalement l'entendement d'un public évidemment incapable de s'identifier aux monstruosités qu'on lui rapporte, ces affaires donnent en réalité une bonne partie de son crédit à la figure fantaisiste et archétypale inventée par les romanciers et scénaristes qui exploitent ainsi habilement l'attirance trouble et l'intensité des réactions suscitées par les faits divers les plus atroces. Il y a là une convergence qui nous rappelle que c'est donc tout de même bien grâce aux liens qu'elles tissent avec la vie, grâce à cette réalité dont elles nourrissent en partie leur monde imaginaire, que les œuvres de fiction tirent la plus grande partie de leur force. Pour démesurés qu'ils soient, la réaction et l'engouement du public ne puisent donc pas leur intensité de nulle part. La confusion ainsi entretenue entre le modèle réel et son double fictionnel n'est pourtant pas aussi légitime qu'il y paraît. Le second se distingue en réalité du premier sur presque tous les points, et la vérité du tueur n'est pas celle de son homologue fictif dont il n'a d'ailleurs dans l'immense majorité des cas ni le machiavélisme, ni la sophistication des modes opératoires, ni la propension à se jouer de la police. De ce point de vue, l'imaginaire a depuis longtemps supplanté la réalité, jusqu'à s'assurer une suprématie telle que le public se fait certainement du tueur en série une vision plus proche de celui qu'il voit dans les livres et séries que de celui qu'il découvre dans l'actualité réelle. La distorsion sur ce point est d'ailleurs renforcée par des médias auxquels la recherche de l'audience dicte de jouer la surexposition de faits extrêmes ou caricaturaux plutôt que la fidélité d'ensemble. Quand un tueur en série est interpellé, c'est sur les aspects les plus monstrueux de ses actes que l'accent est mis, quitte à forcer le trait plutôt que sur la dimension souvent assez frustre et artisanale de sa démarche. Pour autant, cette prééminence d'une copie machiavélique et sophistiquée sur un original qui l'est nettement moins, ne ravale pas ce dernier à un rang anecdotique. Entre les deux figures, la différence n'est pas de degré mais de nature. Elles ne sont pas plus ou moins monstrueuses, mais seulement différemment monstrueuses. Le tueur en série fictionnel met généralement en œuvre une intelligence satanique et méthodique pour exécuter des scénarios difficilement, ou au moins rarement, observables dans le réel.
Victime repérée et choisie avec soin, sophistication des supplices, éparpillement délibéré d'indices morbides, jeu pervers avec les enquêteurs, etc. Le véritable tueur en série s'en tient quant à lui le plus souvent à des modes opératoires beaucoup plus élémentaires. Il jette son dévolu sur une proie de rencontre quand les circonstances la mettent sur son chemin, satisfait sur elle les pulsions qui l'animent et s'en débarrasse ensuite rapidement, le tout sur un mode souvent grossier, ce qui n'est pas synonyme d'inefficacité. Ainsi le tueur en série occupe-t-il dans le paysage criminel réel une place non moins barbare, mais beaucoup plus ambiguë que celle de sa réplique dans des univers inventés. Certes, nous ne disposons pas d'un recul très important pour mieux éclairer notre connaissance du phénomène. Ainsi que nous l'avons vu, les siècles précédents ne nous ont transmis que peu d'exemples, en tout cas d'exemples attestés de tueurs en série, et encore moins de détails sur les modalités de leur activité. Mais cette place marginale qu'il occupe dans l'histoire, et de facto dans notre mémoire communautaire, doit assurément bien moins à l'absence de meurtriers sériels qu'à celle d'une technique policière propre à les déceler. En toute vraisemblance, loin d'avoir été les précurseurs d'un comportement criminel inédit, les Landru, Petiot et autres Vacher ont sans doute plutôt été, bien contre leur gré, les premiers tueurs en série à se faire prendre dans un contexte plus favorable qu'auparavant à la connaissance de leurs forfaits. L'émergence mollasse des services et des méthodes modernes d'investigation coïncide d'ailleurs assez nettement avec celle de ces figures effarantes dont la liste ne cesse de s'allonger depuis, et même à vitesse exponentielle si l'on en croit la litanie moderne des Keller, Paulin, Georges, Holm et autres Foumiret. Il y a donc assurément dans notre inconscient collectif la certitude empirique que le tueur en série sévit dans la cité de toute éternité, et c'est peut-être ce qui explique en partie la place mythique qu'il a conquise auprès du public, dès les conditions réunies pour sa mise au jour policière et son exposition médiatique. Ce serait pourtant une erreur de croire que cette perception commune, même récente et décalée par rapport à la réalité, ne devrait qu'à la surexposition médiatique qui accompagne la découverte de chaque nouvelle affaire et l'horreur des actes commis. Même s'il n'a pas le moindre impact sur la vie matérielle et quotidienne des millions de personnes qui l'affectent, voire fascine dans les cas le plus malsains, le tueur en série incarne une anormalité touchant au plus intime et au plus complexe de nous-mêmes. Rapport au mal, rapport au sexe, rapport à la mort. Il n'y a donc pas de paradoxe dans l'attention qu'il retient, en réalité proportionnée aux sentiments qu'il fait frémir au fond de nous, aux bousculements qu'il y provoque et aux failles par lesquelles il s'insinue jusqu'à notre moi le plus sombre et le plus équivoque. En ce sens, ce tueur peut être considéré au-delà de ses actes, comme support d'un fantasme collectif qui le dépasse et auquel il doit sans doute l'engouement qu'il suscite. C. Pour la police et la justice, la tentation de l'épiphénomène. Personne ne songerait donc à nier aujourd'hui la réalité d'un phénomène criminel aussi unanimement admis, ayant de telles répercussions et dont l'actualité vient de toute façon régulièrement nous rappeler l'existence. Quel policier, quel magistrat interrogé sur le sujet s'essaierait d'ailleurs à prétendre le contraire ? Aucun. Ou plutôt, aucun à le prétendre tout de go. Mais rares seraient ceux qui ne tiendraient pas à aussitôt préciser que le meurtre en série reste cependant, en France, un épiphénomène pénal justifiant d'être largement relativisé en raison de la place quantitativement négligeable qu'il tient dans le paysage criminel. Et de fait, le discours du ministère de l'Intérieur et celui du ministère de la Justice sont assez unanimes. L'homicide volontaire s'y affiche comme une infraction peu fréquente dont l'auteur, en général un primo-criminel, est en outre quasi systématiquement identifié. Manière d'imposer sans sembler y toucher, mais sans l'explorer au fond, l'idée que le tueur en série est finalement tout de même plus proche du mythe que de la réalité. Ainsi instillé, le doute ne peut que prospérer. Que pèse en effet un concept de criminalité ou de délinquance sérielle dont la figure emblématique serait pratiquement une invention ? Comment défendre l'idée d'une approche d'investigation sérielle de la délinquance, si le seul criminel sériel vraiment connu de tous n'est qu'une fiction ? Car c'est bien ce que les statistiques policières semblent nous dire quand elles affichent un taux d'élucidation des homicides proche de 90%. Une telle performance laisse en réalité peu de place à l'activité de tueurs sériels sur notre territoire. Quand 10% seulement d'un nombre pourtant déjà modeste d'homicides ne sont pas élucidés,
Il y a en vérité bien peu d'espace pour des bataillons de Holm ou de Foumirey battant les villes et campagnes et y assassinant à tout va. La réalité, est-elle pourtant aussi rose? Hélas, certainement pas. Dans un précédent ouvrage, nous avons en effet eu l'occasion de montrer que la réalité homicide en France est assurément très loin de celle, ô combien rassurante, qui est présentée par la communication officielle et relayée par les médias. Le nombre de facteurs qui se conjuguent pour aboutir à une forte sous-estimation de cette réalité est même particulièrement éloquent. Ainsi, passent à travers les mailles du filet statistique tous les homicides jamais enregistrés au titre des carences suivants. Celle de la médecine légale au moment de la constatation du décès, tout d'abord. Il est évidemment impossible d'évaluer le nombre de meurtres que des médecins généralistes confondent, en toute bonne foi, avec des morts naturelles. Ivan Keller, tueur en série qui sévissait en Alsace et probablement dans les pays immédiatement limitrophes, a avoué avant de se suicider avoir étouffé dans leur sommeil environ 150 personnes sans qu'aucun de ces décès n'ait attiré l'attention des médecins les ayant constatés. Le fait est, tout simplement, que nombre de façons de donner la mort ne laissent pas de traces évidentes sans un examen orienté et conduit par un praticien formé en médecine légale. Or, la presque totalité des médecins appelés à délivrer des certificats de décès n'ont dans ce domaine de la médecine légale qu'une formation expéditive et aucune expérience réelle. Les légistes qui pourraient y suppléer font quant à eux cruellement défaut tant la discipline est confidentielle en France. Ainsi, hors le cas où le caractère violent d'un décès s'impose au premier regard, il y a toutes les chances pour qu'il soit classé en mort naturelle, y compris s'il s'agit en réalité d'un homicide. La même remarque vaut d'ailleurs pour certains meurtres, trop hâtivement classés en accident ou suicide, et ce ne sont pas les compétences des médecins généralistes qui sont là en cause mais bien celles des médecins légistes, des techniciens de scène de crime et des enquêteurs. Un cas emblématique de ce type d'erreur grossière est par exemple fourni par l'affaire Ben Youssef. Jeune femme de 26 ans, Hadja Ben Youssef est découverte sans vie à son domicile, en 1987, à Toulouse, une couche-culotte enfoncée au fond de la bouche et une corde à rideau nouée autour de la gorge. Son cou est en outre traversé par un couteau et sa carotide tranchée, mais l'autopsie conclura le plus sérieusement du monde à un raptus suicidaire, c'est-à-dire à un suicide survenant à la suite d'une impulsion particulièrement brutale. Ni les policiers, ni le parquet ne douteront de cette conclusion. Aucune enquête approfondie ne sera conduite et le dossier sera rapidement bouclé. Ce n'est qu'en 2004, près de 20 ans plus tard, après exhumation du corps dans le cadre des investigations conduites sur le tueur en série Patrice Allègre, que plusieurs contre-expertises viendront unanimement exclure le raptus suicidaire et valider l'hypothèse du meurtre. À nouveau, il serait évidemment vain de vouloir évaluer le nombre de ces accidents et suicides qui sont en réalité des meurtres échappant à la justice, mais dire qu'il n'existe pas confinerait à la plus pure mauvaise foi. Viennent ensuite les défaillances pour la constatation des néonaticides et des homicides ou coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur des enfants en bas âge, catégorie dans laquelle entrent notamment les nourrissons victimes du syndrome du bébé secoué, ou SBS. Quelques chercheurs se sont d'ailleurs intéressés à cette question spécifique de la mort suspecte des enfants dans les premiers temps de leur vie, pour arriver à un constat finalement guère différent de celui que nous venons de faire pour les morts adultes. Faute d'une formation ou même d'une sensibilisation suffisante, la médecine d'urgence, y compris pédiatrique, se montrerait défaillante dans un nombre significatif de cas. Le Dr Anne Thurs, directeur de recherche à l'INSERM, qui fait autorité sur cette question, a ainsi pu déclarer qu'un tiers des morts accidentelles et un quart des morts pour cause inconnue, enregistrées par des médecins sur des enfants de moins de 1 an, y compris en milieu hospitalier, étaient en fait des homicides. Corroboré par les recherches menées dans d'autres pays, ce constat inquiétant l'est aussi par l'étonnant différentiel que l'on peut constater entre l'ampleur du phénomène de la maltraitance infantile et le très faible nombre de cas d'homicide infantile et SBS enregistrés officiellement chaque année. Ce différentiel tiendrait selon Anne Thurs à un déficit certain en investigation médicale, un probable sous-diagnostic du syndrome du bébé secoué, et un gros déficit d'expertise médico-légale chez le petit enfant,
Et encore n'évoque-t-elle à ce sujet que le cas des nourrissons décédés immédiatement après les violences subies sans pouvoir évaluer le nombre de décès très postérieurs à ces violences, ni non plus les cas d'invalidité permanente qui peut résulter des mauvais traitements subis. Une autre catégorie suspecte en matière de sous-estimation du nombre d'homicides est à trouver à la rubrique des disparus dans des circonstances non inquiétantes, systématiquement considérés comme des personnes bien vivantes quand bien même on ne les retrouve jamais, quels que soient les efforts déployés par leur famille dans leur propre recherche ou pour mettre en route la machine judiciaire. On ne se trouve pas ici dans le cas épineux où une personne a disparu, mais dans des conditions laissant à penser qu'elle est vraisemblablement en danger. Personne suicidaire ou dépressive, traces de violence sur le lieu de la disparition, personne rapportant un enlèvement dont elle a été témoin, etc. Face à de telles situations, la disparition de la personne donne généralement lieu à un minimum de recherche policière. Mais dans tous les autres cas, sauf présence d'indices formels indiquant que la disparition cache un homicide, et a fortiori en l'absence de cadavre, les investigations se résument à pas grand-chose, notamment pour les disparus majeurs. La situation est d'ailleurs à ce point dramatique que les services du ministère de l'Intérieur sont incapables de mesurer de façon chiffrée ce phénomène des disparitions inquiétantes de personnes, et n'ont sans doute aucun désir qu'il soit correctement estimé. Même quand un office central aujourd'hui disparu était chargé à temps complet de ce phénomène, il était incapable de fournir des statistiques crédibles. Sur la période 2005 à 2009, la communication officielle fait par exemple état sans s'étonner de l'incohérence des statistiques qu'elle produit, de la disparition de 47 552 personnes majeures et de la découverte de 48 675 d'entre elles, soit 1123 personnes retrouvées de plus qu'il n'en avait disparu. Concernant les mineurs, les chiffres semblaient plus crédibles, mais autrement inquiétants. Sur la même période 2005 à 2009, 2960 mineurs disparus dans des circonstances inquiétantes et 2454 retrouvés, soit 506 enfants non retrouvés. Une centaine chaque année de la période, une centaine dont les pouvoirs publics ne s'étaient pourtant pas plus émus que cela. Retour en absurdie, enfin, avec les fugues de mineurs sans circonstances inquiétantes, et le plus souvent sans investigation particulière, en tout cas pour les fugueurs âgés de 15 à 16 ans et plus. Dans ce cas de figure, mentionnons simplement qu'en 2009 les services de police ont retrouvé 4190 enfants de plus qu'ils n'en avaient disparu. Une situation d'autant plus déplorable que la fugue est facilement invoquée par les enquêteurs, dès lors qu'il n'y a pas de signe d'enlèvement. Dans tous ces cas, or la minorité de ceux où la famille du disparu parvient à mettre en route l'administration à force d'opiniâtreté, on peut considérer que si la personne a été assassinée et son corps correctement dissimulé, son meurtre ne fera presque jamais l'objet d'investigation et l'assassin ne courra donc pratiquement aucun risque d'être démasqué. Or, même si l'Office central de répression des violences aux personnes est censé s'occuper de ce phénomène des disparitions et a reçu des effectifs à cette fin, il n'y consacre même pas assez d'attention pour alimenter les statistiques qui ne sont donc plus tenues à jour ou en tout cas plus rendues publiques depuis 2010. Sur ce point, la messe est vite dite. Plus de statistiques égale plus de problématiques des disparitions. Tout meurtrier capable de faire disparaître habilement le corps de sa victime peut donc dormir sur ses deux oreilles. L'État l'assure pratiquement de l'absence complète d'investigation. Une situation qui fait frémir dans un pays moderne, et qui ne semble pourtant émouvoir personne. Encore a-t-on parlé jusque-là de disparitions signalées. Mais quid des disparus non signalés ? Prostituées des deux sexes, toxicomanes, SDF, immigrés sans papier, etc. Nos paysages urbains et ruraux sont riches de ces personnes sans grande existence légale et qui ne retiennent l'attention que de quelques associations d'aide aux démunis. Des spectres dans nos rues, à l'existence irréelle, survivant tant bien que mal dans un espace comme entre parenthèses, et pour nombre d'entre elles soudain disparues du paysage sans que personne ne s'en soucie, fantômes dans la mort très probablement comme ils l'étaient dans la vie. Or, dans cette masse d'indigents dont la disparition n'est même pas signalée, trop transparents dans leur vie de misère, combien de victimes potentielles d'homicide à jamais dissimulées ? On sait pourtant que la violence est d'autant plus grande que les milieux sont défavorisés, et qu'elle frappe d'abord les plus faibles, mais dans ce cas du milieu le plus défavorisé, celui de la rue et de l'errance,
la disparition brutale des plus faibles ne provoque aucune réaction de services officiels trop heureux de n'avoir pas à s'occuper de ces cas et surtout de ne pas avoir à les comptabiliser. Douillettement abrités derrière leurs réconfortantes statistiques invisiblement tachées du sang d'innocents, les services officiels se gardent donc bien d'aller fouiller dans toutes ces eaux nauséabondes qui troubleraient le lénifiant discours officiel. Mais qui, d'ailleurs, aurait intérêt à soulever ce voile? Pas le politique, qui trouve dans le taux d'élucidation surévalué des homicides matière à l'une de ces rodomontades dont il est d'autant plus friand qu'elle lui permet de faire oublier l'échec global de la politique de sécurité française depuis des décennies. Pas le policier, trop heureux d'afficher l'excellence de ses prestations. Pas le criminaliste, le technicien TIC ou COCRIM, ou l'expert de police scientifique, qui a fait de l'homicide son principal fonds de commerce et qui s'en sert comme d'un étendard pour affirmer son infaillibilité. Pas l'enquêteur de base, déjà submergé de travail et qui n'ira en chercher de supplémentaires que le jour où sa hiérarchie y prêtera un minimum d'attention. Pas le magistrat qui a depuis longtemps abandonné son devoir d'initiative entre les mains de l'urgence des innombrables actes procéduraux qui lui échoient, ou entre celles des services de police qui lui dictent le rythme et parfois la nature de son travail. En un mot, personne. Personne qui ait intérêt à dénicher les cadavres pourtant garantis au fond de certains placards ou de certaines forêts. Ainsi, l'homicide cumule toutes les chances de rester le crime qu'il est dans le discours officiel. Peu fréquent, commis par un auteur généralement primo-criminel, lequel est presque invariablement identifié. Mensonge. Oui, mais mensonge tellement confortable alors que ce sont assurément chaque année des dizaines de meurtres qui restent impunis car inconnus, le plus souvent faute de découverte du cadavre. Et parmi ceux-ci, forcément, mécaniquement, certains commis par de mêmes personnes, des tueurs en série bien réels discrètement fondus dans le paysage et protégés par l'immobilisme de l'État encore mieux que par leur habileté meurtrière. Le premier et meilleur complice de ce criminel sériel que nous venons d'esquisser reste finalement la volonté farouche des policiers à ne pas mettre son activité en évidence. Le portrait du tueur en série se révèle donc bien de prime abord, aussi ambigu que nous l'avions présumé. Dans la réalité moins complexe et moins machiavélique, mais pas moins dangereux, que finirait par nous le faire croire ces omniprésents doubles fictionnels, mais occupant en revanche dans le monde réel un espace dont les dimensions incertaines sont assurément beaucoup plus larges que voudrait nous le faire croire le discours lénifiant des services officiels, notamment en provenance du ministère de l'Intérieur. Combien sont-ils? Personne ne saurait le dire, faute déjà que l'on puisse faire le compte de leurs victimes. Mais ils sont bien abrités par les statistiques partiales et les fanfaronnades policières, éparpillés au sein de la population parmi laquelle ils se fondent sous une apparence et un mode de vie ordinaire. Les tueurs en série tuent tout à leurs besoins de mort et à leurs démons, enchaînant meurtre après meurtre comme autant de brefs jalons sur le fil de leur existence, exactement semblables sur ce point au plus banal escroc ou au plus ordinaire cambrioleur. D'ailleurs, bien avant qu'ils soient découverts presque toujours par le fait du hasard, les Georges et autres Foumirets ne relevaient-ils pas déjà de cette catégorie des tueurs en série dont le discours gouvernemental nous dit qu'elle n'existe pas? B. La figure du violeur et derrière elle celle du délinquant sexuel en série. Violeur en série, couramment entendue dans les prétoires ou reprise par la presse, l'expression a contribué à installer dans l'inconscient collectif l'idée que les viols et derrière eux toute la délinquance sexuelle sont nécessairement sériels. Délinquance sexuelle, car nous regrouperons sous ce nom toutes les infractions sexuelles sans considération de leur nature délictuelle ou criminelle. Ce choix nous semble en effet pertinent, plutôt que celui de criminalité sexuelle, dans la mesure où l'immense majorité des infractions sexuelles est jugée en correctionnel, soit en qualité de délit, soit en qualité de crime correctionnalisé. A. Tableau général de la délinquance sexuelle. S'interroger seulement sur le viol pour en mesurer la sérialité semblerait en réalité un non-sens dans la mesure où le viol s'inscrit dans un continuum plus large d'infractions ayant toutes pour point commun leur nature sexuelle, et d'être souvent commises soit en concurrence d'autres infractions. Par exemple, un homme s'introduit de nuit pour voler dans la chambre de sa victime, la regarde, la caresse puis quand elle se réveille, lui impose un rapport sexuel, soit dans le cadre des apostrophes. Une gradation plus étalée dans le temps,
Par exemple, un homme se livre d'abord à une ou plusieurs agressions où il se limite à des attouchements puis, plus tard, commet un viol puis d'autres à intervalles variables. À l'intérieur du continuum évoqué, on peut d'ailleurs distinguer, comme le fait le Code pénal, les infractions qui sont des agressions physiques, viols et autres agressions sexuelles, de celles qui n'ont pas ce caractère d'agression physique, exhibitionnisme, harcèlement. Ainsi, toutes les agressions sexuelles ne sont pas des viols, ni même des agressions physiques, et le viol ne constitue finalement que la forme la plus grave des infractions sexuelles, ce qui ne nous semble pas un critère suffisant pour l'isoler totalement dans le cadre de notre étude. Naturellement, le regroupement des infractions à connotation sexuelle a les limites qu'il doit à son caractère artificiel. Si nombre de violeurs sont fréquemment coupables également d'attouchement ou d'exhibition, il existe un nombre non moins élevé de délinquants sexuels à ne commettre qu'une même nature de délit, par exemple l'exhibition. Par ailleurs, la frontière est souvent mince entre les attouchements sexuels et la tentative de viol. Dans les faits, c'est la décision judiciaire qui arbitre entre eux de façon passablement subjective, et l'incertitude qui en résulte quant à la qualification de certains faits fausserait l'interprétation si le regard se limitait au viol retenu comme tel. Ainsi, faute de traiter de chacune des infractions sexuelles isolément, ce qui n'est pas l'objet de cet ouvrage, les inconvénients de leur regroupement en une même catégorie semblent moindres que ceux qu'il y aurait à ne vouloir parler que des viols avérés, ces derniers ne pouvant épuiser à eux seuls la problématique de la délinquance sexuelle et de sa possible sérialité. Enfin, pour se faire une idée du phénomène de la délinquance sexuelle, on dispose de deux sources majeures et non d'une seule comme c'était le cas en matière d'homicide. Ces deux sources sont d'une part la statistique du ministère de l'Intérieur, publiée par l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, ONDRP, d'autre part l'enquête nationale, cadre de vie et sécurité, conduite par l'INSEE, institut à la fiabilité incontestable même si les données qu'il recueille sont également publiées par l'ONDRP, organisme autrement moins crédible et qui censure d'ailleurs une importante partie des enseignements de l'enquête. Concernant les chiffres du ministère de l'Intérieur, tout d'abord, ils tiennent à peu de choses, la statistique produite se limitant à deux rubriques, viol d'une part, harcèlement et autres agressions d'autre part, donc avec un niveau de détail moindre que celui du Code pénal, pour lesquels sont distingués les faits commis sur des majeurs et ceux commis sur des mineurs. Pour les années 2010 et 2011, police et gendarmerie nationale confondues, les données sont les suivantes. Figure 1. Infractions sexuelles enregistrées par le ministère de l'Intérieur, années 2010 et 2011, source, Bulletin annuel 2011 ONDRP. Ces chiffres, qui ne sont pas atypiques par rapport à ceux des années antérieures et postérieures, témoigneraient donc d'une activité délinquante plutôt restreinte en matière sexuelle, à peine plus de 10 000 viols par an et environ 23 000 infractions sexuelles tout fait confondu. Hélas, comme on va le voir, ces chiffres sont totalement déconnectés de la réalité. L'enquête de victimation auto-reportée Cadre de vie et sécurité, conduite par l'INSEE est en effet riche d'enseignements d'une toute autre portée que celle des statistiques policières. Portant sur des périodes biannuelles, nous retiendrons quant à nous la dernière à avoir fait l'objet d'une publication, soit 2010 à 2011. Les résultats de cette enquête sont pourtant lacunaires, en tout cas dans la version très expurgée qu'en donne l'ONDRP. Ainsi, n'a-t-on pas accès en matière de violences sexuelles et sans que soient clairement indiquées les raisons de cette rétention, aux données concernant les mineurs, ce qui est évidemment d'autant plus regrettable que même les chiffres policiers montrent que ces agressions contre les mineurs sont les plus nombreuses. Pour bien comprendre l'ampleur de la sous-évaluation que produit l'absence de données relatives aux mineurs, il convient de savoir qu'une méta-analyse rassemblant en 1997 les données de 22 pays a montré que 20% des femmes et 8% des hommes rapportaient avoir été victimes d'au moins une agression sexuelle avec contact physique au cours de leur enfance. Malheureusement, ce sont donc seulement les personnes de 18 à 75 ans qui sont retenues dans la publication de l'ONDRP, ce qui n'empêche pas plusieurs séries de données de retenir l'attention. Actes de violence sexuelle extrafamiliaux. 0,7% des personnes interrogées se sont déclarées victimes d'un acte de violence sexuelle hors ménage au cours de la période considérée. Rapporté à la part des 18-75e ans dans la population,
Ce pourcentage qui est en outre proche de celui relevé pour les périodes antérieures permet de conclure que ce sont personnes majeures qui ont fait l'objet d'une agression sexuelle en 2010 à 11 en France, se répartissant en 0,4% d'hommes, soit et 0,9% de femmes, soit 210 000. Le taux de plainte, c'est-à-dire la proportion de personnes ayant porté plainte pour l'atteinte subie, s'établit à 8,1%, soit moins d'une personne sur 10, 2,5% pour les hommes, 10% pour les femmes. Agression physique et sexuelle intrafamiliale, bizarrerie de l'ONDRP. Une de plus. Les chiffres concernant les agressions intrafamiliales ne distinguent pas entre violences physiques et sexuelles, ce qui relativise évidemment leur portée et exclut toute interprétation dans le domaine de la délinquance sexuelle. On apprend cependant que 1,9% des personnes interrogées déclarent des violences intrafamiliales, dont 1,2% par leur conjoint ou ex-conjoint, soit en extrapolation à la population française respectivement 841 000, 274 000 hommes et 567 000 femmes et 541 000 personnes, 137 000 hommes et 404 000 femmes. Le taux de plainte est là de 7,5%, 3,5% pour les hommes et 9,3% pour les femmes. Acte constitutif de viol. Plus exploitable, les résultats relatifs au viol indiquent une proportion de 0,4% de personnes majeures dénonçant un viol au moins au cours de la période considérée. Rapporté à la population, ce pourcentage aboutit à un total de 193 000 personnes, se répartissant en 34 000 hommes et 154 000 femmes. Malheureusement, le taux de plainte n'est pas communiqué par l'ONDRP. L'énormité de ces chiffres pour les seules personnes majeures souligne à nouveau combien déplorable est l'absence des données relatives aux mineurs alors qu'on les sait victimes d'une très forte proportion d'agressions sexuelles, qu'elles soient extra- ou intrafamiliales. Notons simplement que là où la police enregistre 9 703 viols de majeurs pour la période 2010 à 11, la population majeure en subirait en réalité 193 000, soit près de 20 fois plus. Là où le ministère de l'Intérieur rapporte 10 153 autres infractions sexuelles contre des personnes majeures, la population majeure en rapporte 286 000, soit 28 fois plus, et tout ceci sans compter les infractions intrafamiliales et celles contre les mineurs. De tels différentiels obligent évidemment par avance à relativiser toutes les conclusions qui pourront être tirées des chiffres officiels en matière de sérialité. La vérité dans ce domaine est en effet que la mesure de la délinquance sexuelle est pour l'essentiel un gigantesque trou noir qui engloutit une majorité écrasante des faits commis. Ainsi, non seulement ceux-ci échappent-ils à la sanction pénale mais aussi à toute approche scientifique, ne laissant aux chercheurs que la voie d'enquête sur des échantillons fatalement restreints dont la portée significative s'assortit de facto d'une inévitable et importante marge d'erreur. B. Des certitudes incertaines de l'intuition. Parmi le grand public, de façon intuitive, les personnes interrogées sur le caractère sériel ou non sériel de la délinquance sexuelle ont souvent tendance à désigner la première option. A priori, les infractions sexuelles semblent en effet perçues par le public comme répétitives par nature, ce qui est d'ailleurs peut-être simplement la conséquence que la sexualité humaine naturelle est elle-même répétitive. L'acte sexuel étant régulièrement réitéré dans le cadre d'une sexualité non transgressive dont il constitue l'acmé, on peut sans doute imaginer que les personnes interrogées soient naturellement portées, par analogie, à penser qu'il en est de même dans le cadre d'une sexualité pénalement transgressive. Par ailleurs, les faits divers qui sont le plus facilement portés à la connaissance du public dans ce domaine sont évidemment les plus graves. Or, si la gravité découle parfois de l'horreur intrinsèque de l'agissement, elle résulte le plus souvent de sa répétition ou de la situation récidivante de auteurs qui sont alors largement soulignés par les chroniqueurs, alimentant l'idée que la délinquance sexuelle serait naturellement sérielle. On est pourtant là en présence d'une perception intuitive, et non d'un constat scientifiquement établi. Chez les enquêteurs eux-mêmes, les infractions sexuelles qui se répètent attirent beaucoup plus facilement l'attention, en tant que fait sériel, que d'autres infractions. Un premier élément qui participe de cette caractéristique est évidemment le fait que l'infraction sexuelle oblige l'auteur à se rapprocher physiquement et assez longuement de la victime, à contrario du cambriolage, du vol à la roulotte, etc., laissant le temps à celle-ci de recueillir des éléments d'identification que les enquêteurs pourront ensuite recouper.
Ainsi, un même exhibitionniste ou un même violeur, jusqu'à une échelle correspondant à peu près à un département, attirera presque immanquablement le regard de l'unité en charge de la police judiciaire dans ce département. Or, quand ils répètent leurs actes, ces auteurs ont justement tendance à le faire dans un périmètre généralement étroit autour de leur lieu de résidence, quelques dizaines de kilomètres tout au plus dans de nombreux cas. Sauf en présence d'un auteur itinérant, la répétition de l'agression a donc toutes les chances d'être détectée par l'unité de police judiciaire couvrant le périmètre en question, et la découverte de sérialité qui en résulte presque mécaniquement n'est pas sans conforter l'idée d'une délinquance sexuelle naturellement sérielle. Cette idée sera en outre rapidement relayée par la presse, qui discerne souvent les agissements répétés d'un même délinquant sexuel en même temps que la police, ou même avant elle dans certains cas. Mais à nouveau, cette impression que la délinquance sexuelle est sérielle par nature ne ressortit effectivement que de l'impression. L'attention des enquêteurs est en effet d'autant plus facilement attirée que la prévalence des infractions sexuelles est évidemment beaucoup plus faible que celle de nombreuses autres infractions, comme le cambriolage ou les infractions aux stupéfiants. Ainsi, autant ou même plus que l'intuition, c'est la fréquence officiellement modeste des infractions sexuelles, toutes choses égales par ailleurs, qui pourra contribuer au moins dans certains cas à la perception de leur sérialité. L'intuition se trouve enfin apparemment confirmée également par le positionnement judiciaire, qui fait de l'accompagnement médical une question centrale en matière d'atteinte aux mœurs. L'obligation de soins que l'on trouve au cœur du dispositif répressif de la délinquance sexuelle est en effet significative de l'idée que ces auteurs seraient potentiellement des récidivistes par nature. À l'inverse, on imagine mal une obligation de soins en matière de vol à main armée ou d'escroquerie. Ce sont donc là les décisions de justice elles-mêmes qui viennent accréditer, en matière sexuelle, la théorie d'acte transgressif que l'auteur aurait toutes les chances de réitérer après l'exécution de sa peine si on n'était pas attentif à le guérir des causes qui l'ont amené à la transgression. Ainsi la figure du délinquant sériel s'inscrit d'entrée comme un mode évident de perpétration des infractions sexuelles, non pas amendable comme les autres infractions mais nécessitant une prise en compte thérapeutique pour accompagner l'amendement, et ceci afin d'éviter que la même pulsion ne reproduise les mêmes effets. À ce stade de simple observation où nous n'avons encore abordé aucune étude scientifique ni aucune donnée statistique sur la réitération, l'image semble donc bien se dessiner de délinquants sexuels naturellement portés à répéter leurs actes, traçant le contour d'une catégorie criminelle où la sérialité serait une caractéristique dominante de la transgression. La réalité, on s'en doute, est un peu plus complexe. C. Aux complexités de l'observation. Tout d'abord, comme nous l'avons précédemment indiqué, l'appellation générique infraction sexuelle voit cohabiter en son sein plusieurs types de comportements transgressifs. Le viol non abouti poursuivi comme tentative, les attouchements sexuels pouvant recouvrir des tentatives de viol non reconnues comme telles, l'exhibitionnisme, etc., dont on voit difficilement comment ils pourraient connaître exactement le même taux de réitération. À défaut de contredire le caractère sériel de la délinquance sexuelle, cette observation permet au moins de conclure que certaines infractions sexuelles seront plus ou moins sérielles que d'autres. Une disparité rien moins que logique, mais qui n'est encore que l'esquisse d'une véritable confusion. Il convient en effet de souligner ensuite que les études scientifiques en matière de réitération d'agressions sexuelles ne peuvent travailler qu'à partir des chiffres disponibles en matière de récidive ou de réitération au sens du code pénal. Or, dès lors que ces deux faits juridiques ont pour conséquence d'augmenter la peine, ils sont soumis à des conditions strictes et naturellement beaucoup plus étroites que celles de la réitération réelle. D'entrée de jeu, les chercheurs, et ils sont les premiers à le souligner, raisonnent donc sur des données lacunaires, ou plutôt parcellaires. Envisagées scientifiquement dans le cadre de la prédiction, et donc de la prévention de la récidive, la délinquance sexuelle apparaît ensuite comme un objet d'étude particulièrement rétif avec des taux de fausses prédictions de dangerosité, variant entre 54 et 99,21%. Ce qui est immanquablement conclu par de nombreuses études conduites dans les décennies passées, et ceci quelle que soit la nature des méthodes prédictives utilisées, psychologiques, psychiatriques, multivariées, etc. Une approche de grande ampleur conduite en Europe par le professeur Christian Mormon
a même souligné le caractère hasardeux des prédictions de récidive avec une représentation importante de faux positifs, individus classés comme récidivistes potentiels mais qui ne récidivent pourtant pas, aussi bien que de faux négatifs, individus considérés à faible risque mais qui récidivent pourtant dès la fin de leur incarcération. Les limites de l'exercice ayant ainsi été posées, qu'en est-il de la récidive chez les délinquants sexuels ? Cité dans une recherche dirigée par le Dr Philippe Bessol, on découvre, selon des sources variées, des chiffres de récidive ou réitération légale, indicateurs des apostrophes, une sérialité au moins ébauchée, aussi variée que de 19% à 41% pour les exhibitionnistes, de 3,7% ou 0% à 11% pour les parents incestueux, de 10% à 20,4% pour les attentats à la pudeur et de 2,5% à 8% pour les viols. Grande disparité des chiffres selon les études, donc y compris pour une même infraction, et cette disparité doit en outre être complétée par la réserve que les chercheurs ne prennent évidemment en compte que les données qui leur sont accessibles. De facto, ce sont les taux de la récidive réitération mis à jour par la force publique et validés par un jugement de 2 juridictions successives qui sont retenus, et ils sont forcément inférieurs à un taux réel dont l'évaluation reste impossible. Même réserve et résultats comparables en ordre de grandeur si l'on franchit l'Atlantique pour se rendre au Canada, où une méta-analyse portant respectivement sur 72 et 36 études, pays nord-américains, européens et asiatiques, rapporte un taux de récidive de 12,4% pour la récidive sexuelle et de 17,5% pour la récidive violente, sexuelle et non sexuelle. Une autre méta-analyse un peu plus ancienne indiquait un taux global de récidive des délinquants sexuels de 13,4%, avec des taux toutefois plus élevés pour les violeurs, 18,9% et les pédophiles, 12,7%. Ainsi s'établissent les données disponibles, qui ne disent donc pas à elles seules si la délinquance sexuelle est plus ou moins sérielle que le reste de la délinquance, et si la silhouette du violeur en série doit effectivement s'imposer comme figure représentative de cette forme de criminalité. Toutefois, il ne semble pas incongru de ce point de vue, malgré toutes les réserves qui ont été précédemment énoncées, de rapprocher les taux de récidive des infractions sexuelles qui viennent d'être évoqués du taux de récidive général, portant donc sur la totalité des infractions. Également cité par le Dr Bessol, ce taux de récidive général s'établit à 34,3% et peut être reçu avec les mêmes précautions et les mêmes restrictions que ceux des infractions sexuelles. Il constitue de ce fait un étalon de mesure globalement satisfaisant, donc en réalité insatisfaisant, mais de manière égale, et permet de constater que les infractions sexuelles seraient globalement plutôt moins sérielles que la moyenne des infractions. Un seul des pourcentages cités pour la délinquance sexuelle, 41% pour l'exhibitionnisme selon une seule source, dépassant ce taux de récidive de la délinquance générale. Pour en résumer l'esprit de façon très lapidaire, la plupart des recherches sur le sujet tendent de même à conclure à un taux de récidive inférieur chez les délinquants sexuels à ce qu'il est en délinquance générale. Ainsi se trouverait mise à mal la figure de violeur qui ne sévirait qu'en série ? Pas forcément. Les mêmes études soulignent en effet à tout coup la fragilité de leurs conclusions, en pressentant que le taux de récidive réel serait beaucoup plus élevé que celui de la récidive officielle, ne serait-ce qu'en raison d'un taux très élevé de non-signalement de la part des victimes d'abus sexuels. Par ailleurs, un agresseur sexuel condamné l'est le plus souvent pour plusieurs agressions, notamment dans le cadre des agressions sexuelles intrafamiliales, mais il n'est alors compté qu'un seul fait statistique, ce qui fausse évidemment les données de base du problème. Enfin, une recherche conduite en 2008 par mesdames Véronique Legoaziou et Maryse Jaspar sous la direction de Laurent Moukieli, l'une des rares recherches à large spectre conduites en France sur la question du viol, échantillon de 425 affaires dans les juridictions de Paris, Versailles et Nîmes, a mis en évidence la prévalence de la figure du violeur en série de proximité, notamment dans le cadre des agressions intrafamiliales incestueuses, ce qui souligne encore la question que soulève l'absence de statistiques exhaustives et consolidées sur les agressions sexuelles contre les mineurs. C. La criminalité organisée et la délinquance répétitive. Criminalité organisée.
L'expression renvoie invariablement soit à l'image de bandes bien soudées pratiquant un grand banditisme violent du type des vols à main armée d'établissements bancaires ou du proxénétisme, soit carrément à celle de mafias étendant leur influence sur un ou plusieurs pays avec des activités criminelles hétéroclites où prédomineraient les trafics de femmes ou de mineurs, de stupéfiants, d'armes ou de voitures. Une vision juste mais cependant restrictive. Par le jeu des circonstances aggravantes et de l'incrimination d'associations de malfaiteurs, bien des délits commis par des auteurs en réunion revêtent un caractère organisé, et montent ainsi automatiquement du niveau délictuel au niveau criminel. En réalité, quand elle est répétitive et commise par plusieurs individus, la délinquance revêt dans la plupart des cas tous les attributs de la criminalité organisée telle qu'on vient de la décrire, même si elle peut pourtant s'en distinguer, notamment par la modicité des objectifs poursuivis. Ainsi que nous allons le voir, le distinguo n'est de toute façon pas de grande importance sous l'angle de la sérialité des agissements. A. Une criminalité organisée sérielle par nature. Organisée, c'est par nature même que la criminalité revêt un caractère sériel, le but d'une organisation étant justement d'ajuster les rôles et les moyens de manière à maximiser les profits par la répétition si possible indéfinie des infractions tout en minorant les risques de se faire prendre. Le cas d'un groupe se rassemblant pour réunir le panel de compétences nécessaires à la réalisation d'un grand coup unique peut exceptionnellement se rencontrer. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.